Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition du 13h sur Al24 News. Tout de suite, les principaux titres de ce lundi 3 janvier. Elle était de plus en plus pressentie ces dernières heures. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a annoncé dans la soirée de dimanche sa démission moins de 2 mois après être revenu au pouvoir. Six personnes sont mortes aujourd'hui dans le comté de Lamu, une région de l'est du Kenya. Les terroristes d'Al-Shabaab sont pointés du doigt. Le président américain Joe Biden s'est entretenu hier soir avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, un échange téléphonique perçu par Kiev comme une garantie de soutien par l'administration américaine à l'Ukraine. Et ce chiffre donné par l'UNICEF, avant fin 2022, 3,2 millions d'enfants seront confrontés à un manque de nourriture ou à la malnutrition en Afghanistan. Elle était donc pressentie de plus en plus ces dernières heures. Le Premier ministre Abdallah Hamdok a annoncé dans la soirée de dimanche sa démission, moins de 2 mois après être revenu au pouvoir dans le cadre d'un accord politique conclu avec le président du Conseil de souveraineté, Abdel Fattah al-Burhan. Les détails avec Souhila Kilal. Il avait menacé à plusieurs reprises de démissionner, faute de consensus, c'est désormais chose faite. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a annoncé dimanche soir, dans un discours télévisé, sa démission du poste de Premier ministre après une nouvelle journée de manifestation, durant laquelle au moins 2 personnes ont été tuées. Cher peuple, j'ai décidé de vous restituer ce qui vous est dû et vous annonce ma démission du poste de Premier ministre, laissant la place à quelqu'un d'autre pour continuer la mission et prendre les rênes du pays durant cette transition et d'en faire un État civil et démocratique. Abdallah Hamdok a rappelé avoir fait de son mieux pour empêcher le Soudan de sombrer dans la violence, mais en raison de la fragmentation des forces politiques et des conflits entre les composantes de la transition, il ne voyait pas d'autre solution que de céder sa place. Il a par ailleurs estimé que le dialogue était la seule solution pour une sortie de crise. La solution à cette crise qui dure depuis plus de 6 décennies est le dialogue autour d'une table où seront représentées toutes les composantes de la société soudanaise et de l'État, afin de se mettre d'accord sur une charte nationale et mettre en place une feuille de route pour mener à bien la transition démocratique. Depuis le coup de force du 25 octobre 2021, le Soudan peine à se remettre des tensions politiques liées notamment au dernier coup de force de l'armée. L'accord du 21 novembre dernier, signé entre Abdel Fattah al-Burhan et Abdallah Hamdok, dans lequel les 2 parties se sont engagées à travailler ensemble pour achever la transition démocratique, a été rejeté par les forces politiques et civiles soudanaises. Et retour en Algérie où s'est tenu hier le premier conseil des ministres de l'année pour le gouvernement algérien présidé par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune. Un conseil qui était consacré à l'examen de 2 projets de loi portant lutte contre la corruption et modalités d'exercice du droit syndical et la présentation de nombre d'exposés liés au mécanisme de désignation d'administrateurs au niveau des communes où les élections locales n'ont pas eu lieu. Et lors de ce même conseil des ministres, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a instruit le ministre des Transports à l'effet de l'ouverture d'une ligne maritime reliant l'Algérie à la Mauritanie. Cette instruction intervient dans le cadre du renforcement des relations algéro-mauritaniennes, dont l'importance a été soulignée lors de la visite d'État du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, effectuée en décembre dernier en Algérie. Interpellé il y a 2 jours, l'ex-ministre tunisien de la Justice et député du parti Ennahda Nordine Beheri a été transféré hier dimanche dans un état grave à l'hôpital de Bizerte. Il aurait été placé en réanimation selon des militants et députés du parti.
Et puis en Kenya, 6 personnes sont mortes aujourd'hui dans le comté de Lamu, une région de l'est du Kenya bordant la Somalie, lors d'une attaque présumée du groupe terroriste d'El-Shabab, selon un responsable du gouvernement local. Et au moins 2 personnes, dont un homme âgé, ont été tuées dans l'explosion d'une bombe à la périphérie de la capitale somalienne Mogadiscio dimanche après-midi, a déclaré un responsable. Un convoi de casques bleus serait la cible de cet attentat. Aucun groupe n'a encore revendiqué l'attentat, mais le groupe terroriste Al-Shabaab, encore une fois, serait pointé du doigt. Situation sécuritaire toujours tendue au Burkina Faso. Des hommes armés ont attaqué samedi des positions des forces armées burkinabées dans la localité de Gamboro, dans la province du Sourou, non loin de la frontière malienne. Selon l'état-major général des armées de la riposte et la contre-offensive, les forces armées burkinabées ont neutralisé 29 terroristes. Et dans le dossier santé Covid, l'Ouganda, après 2 ans de restrictions strictes en raison de l'épidémie du Covid, les Ougandais pourront de nouveau emprunter les transports publics, aller à l'école et dans des bars et discothèques. L'annonce a été faite vendredi par le président Yoweri Museveni. Bien que le virus n'ait pas encore été éradiqué, le chef d'État ougandais mise sur la campagne de vaccination pour endiguer de nouveaux cas de coronavirus. Et au Gabon, la Cour constitutionnelle annule l'obligation d'un pass sanitaire pour accéder aux lieux publics. Elle a annulé pour une seconde fois consécutive un arrêté du gouvernement concernant de nouvelles mesures contre le Covid-19. Un point à présent sur la situation sanitaire dans le monde. Exemption de quarantaine pour les cas contacts vaccinés, allègement des règles d'isolement en France et en Angleterre et perturbation du trafic aérien aux États-Unis. Les détails avec Neila Hamouda. La vague du variant Omicron a fait exploser le nombre de contaminations par la Covid-19. Les États-Unis rejoignent la liste des pays classés rouges, avec une moyenne à presque 400 000 nouvelles contaminations par jour. Le trafic aérien américain a été perturbé par Omicron et la tempête hivernale Frida. Plus de 2500 vols ont été annulés. Si certains pays ont choisi de durcir les restrictions sanitaires, d'autres tentent tant bien que mal d'éviter la paralysie économique. Ils optent pour l'allègement des règles d'isolement, comme c'est le cas en France. Les personnes positives au Covid-19 et vaccinées devront s'isoler 7 jours au lieu de 10. En cas de test de dépistage négatif, la durée est même ramenée à 5 jours et il n'y aura plus de quarantaine pour les cas contacts complètement vaccinés. L'Angleterre enregistre aussi chaque jour des records de contamination. Les élèves devront de nouveau porter le masque en classe. Mercredi, le gouvernement pourrait annoncer de nouvelles mesures pour tenter de ralentir la propagation du virus et limiter au maximum le nombre d'hospitalisations. La période d'isolement pour les personnes vaccinées et positives au Covid avait elle aussi été ramenée de 10 à 7 jours. La Russie, quant à elle, a décidé de renforcer les mesures de prévention. L'accès aux lieux publics est désormais soumis à l'obligation d'un test PCR négatif ou d'un QR code prouvant la vaccination. La prudence est de mise. La Grèce durcit les mesures sanitaires. Les bars et restaurants doivent fermer leurs portes à minuit. Et Amsterdam, de nouveau le théâtre de manifestations contre les restrictions en place aux Pays-Bas pour endiguer la propagation du Covid-19. Une manifestation interdite par les autorités. La police néerlandaise a déclaré avoir arrêté 30 personnes à Amsterdam lors de ce rassemblement. Et aux États-Unis, le secrétaire d'État à la Défense a été testé positif au coronavirus. Lloyd Austin souffrait de symptômes légers et resterait en quarantaine chez lui pendant les 5 prochains jours. Le chef du Pentagone précise être pleinement vacciné, y compris avec une 3e dose de rappel.
Le service de surveillance douanière de l'Agence espagnole des impôts est intervenu dans les eaux à l'est du détroit de Gibraltar pour saisir un bateau semi-rigide qui transportait près de 5 tonnes de hashish et a procédé à l'arrestation de ses 3 membres d'équipage, tous de nationalité marocaine, ont rapporté des médias locaux. Le président américain Joe Biden s'est entretenu hier soir avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, un échange téléphonique perçu par Kiev comme une garantie de soutien par l'administration américaine à l'Ukraine suite aux récentes tensions avec le voisin russe. Plus de détails avec Amin Toutah. Quelques jours après l'échange téléphonique entre Joe Biden et Vladimir Poutine, le président américain s'est entretenu avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Un appel à travers lequel la Maison-Blanche a exprimé son soutien à l'Ukraine quant à la sauvegarde de son territoire et sa souveraineté. Sur son compte Twitter, le président ukrainien a mis l'accent sur la nature des relations entre Kiev et Washington et l'engagement des deux parties pour maintenir la paix en Europe en privilégiant la désescalade. Cet appel précède le rendez-vous du 9 et 10 janvier à Genève, pour lequel la Russie et les États-Unis auront des pourparlers sur la situation en Ukraine. Une réunion qui sera suivie le 12 janvier d'une rencontre Russie-OTAN, puis le 13 janvier avec l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Un enchaînement de contacts entre la Maison-Blanche, Kiev et Moscou en pleine tension entre la Russie et l'Occident après les mouvements de l'armée russe près de la frontière ukrainienne. Moscou a exigé des garanties de sécurité après avoir accusé l'Occident de vouloir s'élargir à l'est du continent à travers l'Alliance Atlantique OTAN. Néanmoins, la voie diplomatique reste de mise pour la rencontre de Genève dans 7 jours, même si la situation sur le terrain est confuse, due essentiellement à un précédent compliqué entre les deux puissances mondiales et un conflit ukrainien interne qui a du mal à se dénouer depuis 2014. Et à l'heure où les États-Unis parlent d'une éventuelle invasion de la Russie en Ukraine, le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien, Oleksiy Danilov, annonce qu'il n'existe pas de menace d'attaque russe à la frontière ukrainienne. Et pour cause, les informations sur des déploiements militaires massifs ne correspondent pas à la réalité. Le haut responsable ukrainien a pointé du doigt un emballement médiatique sur la question. Les Houthis qui contrôlent la majeure partie du nord du Yémen ont capturé un cargo battant pavillon émirati qui transportait du matériel médical au large de la ville portuaire de Hodeïda, a annoncé la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite. Les Houthis portent la responsabilité de cet acte. Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Sari', a affirmé que le cargo transportait du matériel militaire. Le bateau est entré dans les eaux yéménites sans aucune autorisation et se livrer à des actes hostiles, a accusé sur Twitter Yahya Sari'. L'armée sioniste a bombardé dans la nuit de samedi à dimanche le sud de la bande de Gaza en Palestine, des frappes menées à l'aide d'avions de combat sionistes. Ces bombardements ont visé des cibles au nord et au sud de Gaza, toujours sous blocus depuis 15 ans. Sofiane Barouti. La région d'Al-Qadisiyah, à l'ouest de Khan Younis, dans la bande de Gaza toujours sous blocus, a été frappée par 5 raids pendant que des tirs de l'artillerie lourde de l'armée d'occupation sioniste ont visé Beit Hanoun. La résistance palestinienne a annoncé pour sa part le lancement de missiles antiaériens SAM-7 contre des avions et des hélicoptères sionistes. Cette énième agression survient dans une conjoncture chargée de tensions au Moyen-Orient. La rencontre de Mahmoud Abbas avec le ministre de la guerre sioniste Benny Gantz n'a pas été un facteur de détente. La médiation égyptienne entre le Hamas et Tel Aviv a l'air de marquer le pas. Le mouvement de résistance a émis les conditions suivantes. La levée du blocus contre la bande de Gaza pour permettre la reconstruction des zones sinistrées et l'acheminement d'aide humanitaire. Mais surtout, la libération des détenus politiques palestiniens avec à leur tête les symboles du combat que sont Marwan el-Barghouti, dirigeant du Fath, et Ahmed Saadat, leader du Front populaire pour la libération de la Palestine, FPLP. Ces derniers raids
sont un signal qui peut être interprété comme un refus des autorités coloniales de répondre favorablement à ces conditions. Pour rappel, le port de Ladiqiya, au nord-ouest de la Syrie, a également été ciblé récemment par l'aviation sioniste et des tensions récurrentes sont enregistrées au sud Liban. L'Algérie prépare pour sa part activement le prochain sommet arabe sous le signe de la solidarité avec la Palestine. Alger réitère à chaque occasion sa position ferme de soutien aux revendications des fractions palestiniennes résistantes et son refus de l'alliance coloniale entre la monarchie marocaine et l'entité sioniste. Hicham Abou Hawesh, un Palestinien âgé de 40 ans, soupçonné par les sionistes d'être lié à des attaques contre cet État, avait commencé sa grève de la faim au mois d'août pour protester contre sa détention sans inculpation ou procès. Ce père de famille de 5 enfants, originaire de Dora, en Cisjordanie occupée, est dans un état de santé jugé critique. Sa situation est très dangereuse. Il ne parvient plus du tout à parler et n'est plus conscient de ce qui se passe autour de lui, même s'il met fin à sa grève, et il aura de graves problèmes de santé, a déclaré dimanche à l'AFP son épouse Aïcha Hrebet. Et selon l'UNICEF, avant fin 2022, 3,2 millions d'enfants seront confrontés à un manque de nourriture ou à la malnutrition en Afghanistan. Les talibans rejettent la responsabilité sur leurs prédécesseurs. Les statistiques de l'UNICEF ne sont pas acceptables pour nous. Le secteur de la santé nous a été laissé ainsi comme héritage. Nous n'avons malheureusement pas d'hôpital spécialisé et bien équipé, a déclaré le vice-ministre afghan de la Santé, le docteur Abdul Bari Omar. Direction le Brésil, le président brésilien Jair Bolsonaro, 66 ans, a été hospitalisé en urgence tôt ce matin à São Paulo en raison d'une probable nouvelle occlusion intestinale. Depuis une tentative d'assassinat au couteau en pleine campagne électorale en septembre 2018, Bolsonaro a subi une demi-douzaine d'opérations de l'abdomen en raison d'adhérence. Et en Malaisie, des milliers de personnes ont dû fuir face à l'aggravation des inondations provoquées par des pluies diluviennes dans 7 États de Malaisie, ont déclaré les autorités dimanche, alors que plus de 125 000 personnes ont déjà dû être déplacées. Au total, depuis la mi-décembre, une cinquantaine de personnes ont perdu la vie jusqu'à présent dans ces intempéries et 2 personnes sont portées disparues. Économie, nous allons à présent nous pencher sur un phénomène qui est plutôt passé inaperçu en 2021. Il s'agit de la cybercriminalité ciblant les entreprises, notamment via les ransomware et ou rançon logiciels, qu'il s'agisse de piratage de données confidentielles ou d'hameçonnage. Les hackers n'ont pas chômé en 2021. Les détails avec Kherdin Botage. La sécurité des entreprises au niveau mondial n'a jamais été aussi vulnérable qu'en 2021. Un mot de passe au niveau de sécurité insuffisant ou un lien intempestif, la protection de la propriété intellectuelle de vos entreprises ne tient parfois qu'à un fil. Piratage et fuite de données, demande de rançon ou encore panne mondiale, le phénomène du hacking est un train qui roule à plein régime. Selon des statistiques avancées par la société IBM, le coût total moyen d'une violation de données en 2020 était de 3,8 millions de dollars. Il s'agit d'une légère baisse par rapport à 3,9 millions de dollars en 2019. L'on apprend également que la santé, l'énergie, les services financiers, les produits pharmaceutiques subissent un coût total moyen d'une violation de données nettement supérieur à celui des secteurs moins réglementés tels que l'hôtellerie, les médias et la recherche. En 2021, des entreprises de renommée mondiale ont été sujettes à des attaques d'ampleur, à l'image de Facebook, du groupe Beneteau, ou encore de la société américaine Kaseya, qui elle-même fournit des outils informatiques aux entreprises. Les attaques à motivation financière restent les plus courantes. Près de 80% des cyberattaques visent un gain financier. Selon un rapport du département du Trésor américain daté d'octobre,
Les paiements suspects imputables à des ransomware signalés par des banques et autres institutions financières ont totalisé 590 millions de dollars pour les 6 premiers mois de l'année 2021. En Algérie, le secteur des assurances veut faire dans l'innovation en lançant une nouvelle police d'assurance censée protéger les entreprises contre le risque de piratage. Prochainement, on va lancer une assurance contre les cyberattaques en Algérie pour les entreprises, surtout pour protéger les données. Ça va se faire très rapidement. Nos réassureurs sont avancés. Notre réassureur national il est prêt à lancer l'opération. Selon certains experts, les entreprises soumises à des exigences réglementaires plus strictes ont des coûts moyens de violation de données plus élevés. Économie toujours, et ce chiffre révélé par le président directeur général du groupe Sonatrach, Tawfiq Hakkar, en marge d'un entretien exclusif accordé à Al24 News au sujet de l'évolution positive du chiffre d'affaires de l'entreprise nationale des hydrocarbures. Je vous propose d'écouter un extrait. En termes de revenus, ce qui importe le plus important, nous avons fait quand même un saut très très appréciable par rapport à 2020. Là où nous avons enregistré tout simplement 20 milliards de dollars comme chiffre d'affaires à l'exportation, cette année, on va terminer presque entre 34,5 jusqu'à 35 milliards de dollars. Alors, c'est comme chiffre. 70% de hausse. 74% exactement de hausse. Et l'intégralité de cet entretien sera diffusée juste après la fin de ce 13h. Et direction le Japon, c'est l'événement annuel à ne pas manquer pour les amateurs de calligraphie au Japon. Il se déroule à Kyoto, ancienne capitale impériale, dans un sanctuaire shinto qui a plus de 1000 ans d'histoire et qui est reconnu comme trésor national. Le sanctuaire honore la mémoire de Sugawara no Michizan, un intellectuel et professeur de calligraphie persécuté au IXe siècle. Voilà, c'est avec cette information que nous arrivons à terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo avec Amal Zitouni. N'oubliez pas, juste après, l'intégralité de l'entretien avec le président directeur général de Sonatrach, Tawfiq Hakkar, réalisé par notre journaliste Kherdin Botash. Ce soir, vous retrouverez Fatma Mani pour l'édition de 19h. À demain.